Et il y a des moments, il va falloir, Yves, cher président de la Chambre syndicale nationale des armuriers. Ça veut dire quoi finalement derrière Nous, on est là pour défendre les commerçants et pour beaucoup défendre le monde de l'armurerie, les détenteurs officiels d'armes. Et c'est un bon métier puisqu'il y a l'école de Saint-Étienne, tout type d'armes, le tir, la chasse, tout type d'armes. On avait créé un comité Guillaume Tell, on a beaucoup travaillé pour que les utilisateurs légaux d'armes puissent utiliser leurs armes et ne soient pas toujours contraints par l'administration à de nouvelles contraintes et soient interdits d'armes. Voilà. Aujourd'hui, l'arme en France, forcément très régie. Ça remonte à quand l'interdiction, je dirais, pour des adultes d'acheter des fusils de chasse? C'était dans les années 90 C'était dans les années... la grosse réglementation, c'est la directive européenne de 93 qui a été appliquée en 95. Et ensuite, dans les années 2000, en 2010, il y a eu une réglementation pour que uniquement les chasseurs ou les tireurs puissent acheter des armes. Et c'est à partir de toutes ces dates, toutes les armes ont été enregistrées dans les livres de la police. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas détenir un fusil de chasse à la maison, il faut le déclarer. Alors, il faut le déclarer à 90%. Seuls les simples fusils de chasse achetés et détenus depuis avant 2011 ne sont pas encore obligés d'être déclarés. En gros, le parc n'est pas déclaré et le flux se déclare au fur et à mesure parce qu'il y avait une telle masse d'armes, puisqu'il y a à peu près au moins 3 millions d'armes et que l'administration n'était pas en mesure d'assimiler tout ce débit. Et puis là, depuis à peu près 4-5 ans, il y a l'inscription numérique, le SCAE qui a été créé, et il y a la déclaration et l'ouverture des comptes numériques. Alors c'est une bonne chose pour la facilité d'acquérir des armes, mais il faut que ces livres-là ne soient pas une contrainte trop sévère pour les utilisateurs, les chasseurs et les tireurs. Aujourd'hui, c'est un plaisir, aujourd'hui, c'est un sport, c'est une tradition. On peut être chasseur, on peut être tireur, on peut avoir le plaisir en tout cas aussi de s'échapper sur des stands de tir. Il y a un rapport finalement à soi, à l'autre aussi, beaucoup de respect quand on est détenteur d'une arme. Quand on est détenteur d'une arme, on doit être un citoyen particulièrement respectueux de tout. On ne peut pas se permettre un écart, parce que dès l'instant où on a un écart, aussi bien la justice que l'administration peut vous inscrire au FINADA et là c'est la confiscation immédiate des armes. Il y a des gens un peu à part, les collectionneurs, ces gens qui aiment finalement posséder des armes, on va dire Non, enfin, dans la collection il y a les armes démilitarisées mais il y a toutes les armes anciennes d'avant 1900. Alors toutes les armes qui sont d'avant 1900, à quelques rares exceptions, on peut les détenir complètement librement et légalement. Il y a un statut du collectionneur, mais en général, il faut être réaliste, un collectionneur a intérêt à s'inscrire dans un stand de tir et avoir le statut du tireur parce que ça lui permet d'acheter des munitions, du consommable et c'est beaucoup plus facile. Pour autant Yves, à ce que je sache, mais tu vas me corriger si je me trompe, pour la poudre noire, si je veux acheter un vieux revolver de cow-boy, j'ai le droit. Un vieux revolver de cow-boy à poudre noire, oui, on a le droit, on peut l'avoir. Oui, mais tout tue, un fusil sous-marin, et encore une fois, il y a eu combien d'événements avec des armes à poudre noire? Il se tue plus de personnes par les couteaux, on a vu toutes ces réglementations complètement stupides sur le couteau. Je suis intervenu à la suite des drames, et un des principaux drames, les gendarmes étaient à l'entrée de l'école, et le couteau, c'était le couteau de cuisine. Donc, à part de fermer ce que j'avais dit, il faut mettre une clé devant la cuisine et fermer les tiroirs des couteaux de cuisine. On n'empêchera pas les homicides et maintenant on s'aperçoit que c'est beaucoup par les armes blanches que les homicides sont créés. C'était quoi? C'était un miroir anglo-saxon qui nous a repoussé le modèle américain qui était finalement sur la libre possession des armes, qui a été finalement un miroir comme un rebut administratif pour la France? Non, en France, on a toujours eu une tradition. On est un pays où il y a quand même beaucoup d'armes et où il y a peu d'homicides. Maintenant, il y a une explosion des homicides qui sont à 99% liés au trafic de drogue. Oui, c'est des kalachnikovs, c'est pas des fusils de chasse. On avait une réglementation et un très grand nombre d'armes et peu d'homicides en France. On n'est pas un pays violent, on avait peu d'homicides. Et là, depuis tous les problèmes de guerre, des gangs, de la drogue, on a de nouveau, depuis à peu près 5 ou 6 ans, une augmentation des homicides. Alors,
ton poste au sein de cette chambre consiste à quoi finalement? Moi, c'est l'interlocuteur, je suis l'interlocuteur, le conseiller, le service après-vente du ministère de l'Intérieur dans la réglementation pour élaborer. De nombreuses fois, ils sortent des textes qui sont complètement inapplicables ou qui pourraient être même à contre-courant pour eux, pour leur réglementation. Donc nous, on leur sert de service après-vente. On leur sert aussi de service après-vente pour les remontées du terrain de dysfonctionnement du service du SIA. Donc nous, on est vraiment l'interlocuteur du ministère, et maintenant les armuriers sont vraiment pratiquement des agents de l'administration, puisqu'ils ont en charge les destructions, les récupérations d'armes, puisque l'administration n'est pas compétente et elle délègue aux armuriers ce travail. Corrige-moi aussi, là encore, si je me trompe, mais j'ai le sentiment qu'en France, la fédération de chasse est vertueuse. Aujourd'hui, les accidents sont... les accidents, on est plus que vertueux, puisque là, dernièrement, n'ont été touchés que des chasseurs. Un accident, c'est toujours de trop. Mais il ne faut pas non plus rêver. Vous avez un accident de la route, même si vous avez des meilleurs pilotes, il y aura toujours un jour où vous êtes fatigué ou vous ferez une erreur. Il faut les limiter le plus possible. Et c'est vraiment un domaine où ce sont les nouveaux chasseurs qui sont, à l'inverse de l'automobile, qui sont les plus sûrs, ils ont été formés. La fédération a fait un travail colossal, et on peut dire que compte tenu de l'explosion du nombre de balles tirées, la sécurité à la chasse est extraordinaire. Et il y a plus de morts de personnes qui ont un accident de la route avec du gibier que par les accidents de chasse, où les accidents de la route, des collisions sont très importants. Aujourd'hui, il faut parler de lobbying, bien évidemment, qui n'est pas contre nature, mais il faut savoir aussi porter l'information aux législateurs, parce que c'est une vraie tradition française. Je parle de la chasse, bien évidemment, puisqu'on est ici au Game Fair. On voit qu'au-delà de la possession de l'arme, la tradition, le patrimoine, restent aussi, sont des éléments de sens et de valeur. La chasse, même les plus grands partis de gauche sont toujours attachés à la chasse. C'est un des premiers privilèges qui a été aboli en France. Donc la chasse est incrustée dans la ruralité, c'est une nécessité avec les explosions des dégâts de gibier, du sanglier et tout. Donc la chasse fait partie de nos traditions, de notre territoire. On a un territoire fabuleux en France. Donc c'est vraiment une tradition française qui est bien ancrée. On a un groupe chasse à l'Assemblée, un groupe chasse au Sénat, qui nous défendent, et nous, notre travail, c'est de faire du lobbying pour que ces groupes nous défendent et soient contre tous nos ennemis, ces lobbying de verts, d'écolos complètement déconnectés, qui soient contrés dans leurs actions. Dernier mot, parce que finalement, cette empreinte, c'est celle finalement de la nature, de nos ruralités. On voit bien qu'ici, au Game Fair, je l'évoque à chaque fois, ce sont des jeunes femmes, des jeunes hommes. Il y a un renouveau, en tout cas une continuité de la tradition, une transmission qui fonctionne. Il y a une prise de conscience de la ruralité, et on s'aperçoit bien que ce sont les chasseurs, les défenseurs de la nature qui sont toute la journée dans la nature. On l'a revu pour les incendies, on l'a vu pour les recherches des personnes, qui retrouve, qui guide les pompiers, qui connaît la nature, qui est toute la journée dans la nature. Ce sont les chasseurs, nous sommes les témoins de cette ruralité.